Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mythe, une idée reçue qui a la vie dure, celle que l'archéologie serait une science toute récente, une invention du siècle des Lumières en Europe. En réalité, on va voir que l'intérêt pour les traces matérielles du passé est une pratique bien plus ancienne et universelle. La question qu'on va se poser est donc simple. À quand remonte vraiment notre fascination pour les vestiges? Est-ce que tout commence avec des savants en perruque ou est-ce que l'histoire est bien plus profonde, bien plus surprenante? Pour commencer, cette phrase de l'historien Alain Schnapp est parfaite. C'est un peu provocateur, mais ça met le doigt sur quelque chose d'essentiel. Les racines de l'archéologie, elles plongent dans un geste humain fondamental, le fait de collectionner. C'est en décidant qu'un objet du passé vaut la peine d'être gardé que tout commence. Et c'est là qu'intervient ce concept de sémiophore, un terme de l'historien Christophe Paumien. C'est très simple en fait. Un caillou, c'est juste un caillou. Mais un silex taillé, un biface d'il y a des milliers d'années, ça, c'est un sémiophore. C'est un objet qui devient un signe, une passerelle qui nous connecte à un monde qui a disparu. Il faut garder cette idée en tête, elle est centrale. Allez, on plonge dans notre première grande période. Dans les empires du Proche-Orient ancien, le passé, ce n'est pas juste un sujet d'étude pour le plaisir. Non, là-bas, fouiller le sol, c'est un acte de pouvoir. C'est même essentiel pour la légitimité politique et religieuse. Et l'exemple le plus incroyable, c'est sans doute celui de Nabonide, le dernier roi de Babylone. Quand il décide de restaurer le temple du dieu Shamash, il ne se contente pas de reconstruire par-dessus, non, il lance une véritable investigation archéologique. Et ce qui est fou ici, c'est de voir à quel point sa méthode est moderne. D'abord, il organise une fouille intentionnelle, avec un but précis, retrouver les fondations d'origine. Puis, il analyse les différentes couches, un peu comme un stratigraphe, pour distinguer les constructions des rois précédents. Ensuite, il restaure le temple à l'ancienne, en respectant le style d'origine, et le geste final, vraiment génial, il place sa propre inscription juste à côté de l'ancienne, pour transmettre cette histoire aux générations futures. Et attention, Nabonide n'était pas un cas isolé, loin de là. En Égypte, bien avant lui, le prince Khémouaset, fils de Ramsès II, passait déjà son temps à restaurer les monuments anciens. À Babylone aussi, un autre roi avait fait déterrer une statue divine perdue pour relancer un culte. Le point commun à tout ça, le passé servait à valider le pouvoir du présent. Une découverte archéologique, c'était un signe de la faveur des dieux. On change de décor et d'époque. Direction le monde gréco-romain. Et là, c'est une véritable révolution intellectuelle qui se produit. Le passé n'est plus seulement une source de pouvoir, il devient un objet d'enquête, un objet de raison. C'est la naissance de l'histoire avec un grand H. Le moment clé, on le trouve chez l'historien grec Thucydide. Pour prouver que les îles Cyclades étaient autrefois habitées par un autre peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il ne cite pas un mythe ou une légende, non, il utilise des preuves matérielles. Le style des armes et la façon d'enterrer les morts qu'on trouve dans les vieilles tombes. C'est une démarche complètement révolutionnaire. L'objet, le vestige, devient une preuve, un document pour construire un raisonnement. Ce changement de mentalité est parfaitement illustré ici. D'un côté, on a la vision mythique du poète Hésiode. L'humanité serait en déclin, passant d'un âge d'or à un terrible âge de fer. Et de l'autre, on a le poète-philosophe Lucrèce, qui lui, par la seule force de sa raison, imagine une évolution technologique. Un âge de la pierre, puis du bronze et enfin du fer. C'est une intuition de génie qui pose les bases de toute l'archéologie préhistorique moderne. Mais ce nouvel intérêt pour le passé a aussi son revers de la médaille, la naissance du marché de l'art. L'écrivain Strabon nous raconte comment les pilleurs de tombes de la ville de Corinthe vendaient aux plus offrants les objets qu'ils trouvaient. Ces objets n'étaient plus vus pour leur histoire, mais pour leur valeur marchande. C'était devenu un symbole de prestige. On fait un nouveau bond dans le temps. Bienvenue au Moyen-Âge. Le monde est littéralement construit sur les ruines antiques, mais le regard qu'on porte sur elles a complètement changé. Le passé est maintenant vu à travers le filtre de la foi, de la peur et déjà des manœuvres politiques. À cette époque, si on creuse le sol, c'est en gros pour 3 raisons. La première, c'est la chasse au trésor, souvent nourrie par des légendes complètement folles de statues qui parlent ou d'automates magiques. La deuxième, c'est la quête de reliques, des fouilles sacrées pour retrouver les os d'un saint et prouver son existence.
Et la troisième, la plus intéressante pour nous, c'est l'instrumentalisation politique. Et l'exemple le plus parlant, c'est sans doute celui-là. Nous sommes en 1191, en pleine tension entre les rois d'Angleterre et de France. Et là, comme par magie, les moines de l'abbaye de Glastonbury découvrent la tombe du roi Arthur. Une coïncidence? Pas vraiment. La mise en scène est parfaite. On trouve un cercueil en chêne, 2 squelettes et surtout cette fameuse croix en plomb. L'inscription est très claire, elle ne laisse aucune place au doute. C'est la preuve matérielle par excellence, conçue pour être totalement irréfutable. Mais il faut bien comprendre que tout ça, c'est tout sauf un accident. On est en face d'une pure manipulation archéologique, un coup politique de génie. L'objectif était simple, donner à la dynastie anglaise un ancêtre aussi prestigieux que Charlemagne pour faire pièce à leurs rivaux français. Ça montre à quel point déjà on avait conscience du pouvoir de persuasion d'un vestige matériel. Alors qu'est-ce que ce long voyage nous apprend finalement ? Il nous montre que cette envie de se tourner vers le passé est une constante de l'humanité. Mais il révèle surtout que notre façon de regarder le passé est toujours façonnée par les questions de notre présent. Ce tableau résume assez bien notre parcours. Dans le Proche-Orient ancien, la motivation principale, c'était la légitimité. Dans le monde gréco-romain, on cherchait avant tout la preuve rationnelle. Et au Moyen-Âge, le passé était un puissant outil politique. 3 époques, 3 façons bien différentes de faire parler les vestiges. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question pour aujourd'hui. Si chaque époque a utilisé le passé pour répondre à ses propres besoins, comment est-ce que nous, avec nos préoccupations, nos valeurs, nos débats actuels, comment est-ce que tout cela façonne la manière dont on fouille, on présente et on interprète l'histoire aujourd'hui? La question, évidemment, reste ouverte.